à tous, il est 19h30 et donc nous allons, commencer ce webinaire sur la dernière phase, sur la phase d'admission dans la procédure Parcoursup, qui sera notre 3e et dernier webinaire de l'année. Bonjour monsieur Teilhard, bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce soir afin que vous nous détailliez la phase d'admission de la plateforme Parcoursup qui va débuter le 1er juin prochain et qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Monsieur Teilhard, vous êtes, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, chef de projet réforme de l'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup au ministère de l'enseignement supérieur et à ce titre, nous ne pourrions avoir d'interlocuteur plus à même de répondre à nos questions concernant Parcoursup et nous vous sommes d'autant plus reconnaissants de nous accorder ce temps de présentation et d'échange, que nous sommes, à une semaine du début de la phase d'admission et que nous savons à quel point vous êtes sollicités, vous et votre équipe, en ce moment. Donc merci encore. Aujourd'hui, vous allez d'abord nous raconter ce qu'il s'est passé depuis le 6 avril 23h59, date limite de confirmation des vœux sur la plateforme Parcoursup, en nous expliquant quel a été le cheminement d'un vœu ou d'un sous-vœu confirmé par le candidat. Cela veut dire que vous reviendrez sur la procédure d'examen des vœux et notamment sur les missions de la commission d'examen des vœux, la CEV, et sur son fonctionnement, sur les critères de transparence de la CEV, en nous précisant notamment par qui sont décidés ces critères. Vous nous expliquerez comment sont constituées les listes transmises par les formations du supérieur, si les CEV classent tous les dossiers de candidature reçus, si un jeune peut être refusé dans une formation non sélective, quand et comment intervient la plateforme Parcoursup pour appliquer la mise en œuvre des taux prévus par la loi ORE du 8 mars 2018. Vous nous direz qui fixe les taux et sur quels critères. Vous nous expliquerez à quoi correspond l'ordre d'appel déterminé par la plateforme, une fois connu le classement des candidats par la commission d'examen des vœux. Dans un deuxième temps, vous aborderez la phase d'admission à proprement parler, qui débutera le 1er juin prochain. Vous nous indiquerez les types de réponses que les candidats pourront recevoir à partir du 1er juin, selon qu'elles proviennent d'une formation sélective ou d'une formation non sélective, comment sont informés les candidats lorsqu'ils reçoivent un oui ou un oui-si. Vous nous direz si le candidat recevra une réponse pour chaque vœu ou chaque vœu qu'il aura formulé, à quoi correspond un oui-si et comment est décidée et indiquée la catégorie du dispositif auquel est subordonnée l'inscription du jeune lorsqu'il reçoit un oui-si à une candidature et à quel rythme sont envoyées les réponses des formations. Puis vous nous expliquerez comment répondre aux propositions d'admission, s'il faut répondre à toutes les propositions d'admission, même si elles n'intéressent finalement plus le candidat, ce qu'il se passe si le candidat ne répond pas à une proposition d'admission, quels sont les délais de réponse, à quoi sert le répondeur automatique et quelle est la nouveauté en 2023 concernant ce répondeur, comment s'effectue l'inscription administrative dans l'établissement choisi et est-ce que celle-ci est automatique. Vous aborderez ensuite les dispositifs d'accompagnement des lycéens sans proposition d'admission en nous expliquant ce qu'il se passe pour un jeune qui n'a reçu aucune proposition d'admission, c'est qu'est la phase complémentaire, à qui s'adresse-t-elle, qu'est-ce que l'AKS, la commission d'accès à l'enseignement supérieur, comment saisir l'AKS, jusqu'à quand fonctionnent les KS, et on évoquera le cas particulier du droit au réexamen de sa candidature pour un jeune en situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant. Voilà en quelques mots les thèmes qui seront abordés aujourd'hui. Mais si vous le permettez, je débuterai ce webinaire en vous demandant de nous dévoiler les grandes tendances de cette campagne Parcoursup 2023. Combien de candidats lycéens ou étudiants en réorientation ont confirmé des vœux sur Parcoursup cette année? Quelle en a été la ventilation? Quel a été le nombre de vœux et de sous-vœux confirmés? Combien de candidats ont formulé des vœux en apprentissage? Vous nous direz si la tendance à la désaffection pour les classes préparatoires observée ces dernières années s'est confirmée. Vous nous direz combien de propositions d'admission ont-elles été envoyées aux candidats. Et surtout, pouvez-vous nous expliquer la raison du nouveau calendrier de cette phase d'admission, validé les 16 et 17 mai dernier, calendrier qui sera plus rapide et plus court, ainsi que l'autre nouveauté 2023, qui est de rendre plus précoce la hiérarchisation des vœux restant en attente. Voilà. Monsieur Teilhard, je vous laisse la parole. Bonsoir, Madame Martignan. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette invitation à échanger avec vous tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, avec un retour sur l'examen des vœux 2023, vous l'avez évoqué. Peut-être pour rebondir sur le propos introductif. Alors,
Nous avons cette année 917 000 candidats qui sont inscrits sur Parcoursup, 629 000 lycéens, 163 000 étudiants en réorientation. Je pense que c'est les publics qui vous intéressent, vous, en tant que parents. Les candidats ont formulé près de 12 millions de vœux et de sous-vœux cette année. Et vous l'avez souligné, madame, 210 000 candidats ont fait des vœux en apprentissage, un peu plus d'1 million. Donc, l'appétence pour l'apprentissage se confirme et se conforte encore cette année. Un rappel important, vous l'avez dit, ça n'est pas un algorithme de Parcoursup qui examine les dossiers, c'est encore moins Parcoursup qui choisit l'affectation des élèves. Au sein de chaque formation, une commission d'examen des vœux est constituée par le responsable chef d'établissement qui réunit des enseignants, qui réunit des acteurs de cette formation-là et qui vont examiner les dossiers. Ils ont eu les dossiers le 14 avril et ils les ont examinés et ont remonté des classements à Parcoursup au cours de cette semaine et nous procédons jusqu'au 1er juin à tout un ensemble de vérifications et de contrôles en lien avec les formations. Et nous pourrons publier le 1er juin prochain le résultat de ces travaux. Vous l'avez dit, dans le dispositif de Parcoursup, il y a aussi, au-delà des classements des formations, des priorités qui sont affichées, qui sont celles qui ont été retenues par la loi. Première des priorités, elle est accordée aux lycéens qui sont boursiers de l'enseignement secondaire, qui permet d'avoir une priorité d'accès pour les formations sélectives ou non sélectives. Je rappelle aussi que ces lycéens boursiers de l'enseignement secondaire, lorsqu'ils accèdent à une formation en changeant d'académie, vont pouvoir bénéficier d'une aide de 500 euros. Deuxième prise en compte, au bénéfice des lycéens professionnels pour l'accès au BTS et aux lycéens technologiques pour l'accès aux IUT, pour ce qu'on appelle les bachelors universitaires de technologie, vous savez, les BUT qui ont remplacé les anciens DUT. Voilà le résultat en amont de la phase d'admission, finalement, c'est l'enjeu de ces classements. Ce que je vous propose de faire quand on accède à la phase d'admission, vous l'avez évoqué, nous avons voulu cette année une phase d'admission qui soit à la fois plus rapide et plus courte. Plus rapide, puisqu'elle débutera à partir du 1er juin et l'objectif que nous nous donnons, c'est de faire plus de propositions en début de procédure à plus de candidats avec un seul objectif, c'est réduire le sentiment d'attente de candidats. Le deuxième objectif, c'est de réduire la durée. La procédure aurait dû se terminer le 13 juillet et nous l'anticipons pour qu'elle puisse se terminer le 7 juillet. Le 7 juillet, c'est une date symbolique puisque vous savez, c'est la fin de l'année scolaire en même temps. Donc l'objectif est bien de pouvoir terminer à la fois l'année scolaire et en même temps la phase principale de Parcoursup. Et puis, pour accélérer ce processus final de choix, nous avons décidé aussi, et pour permettre un meilleur accompagnement des élèves dans leur choix, nous avons décidé que la phase de classement des vœux en attente, qui était au-delà de la fin de la phase principale en 2022, puisqu'elle se déroulait du 15 au 18 juillet, qu'elle se déroule cette année du 30 juin au 3 juillet. Le 30 juin, c'est la fin des épreuves du baccalauréat. Le 3 juillet, c'est la veille des résultats du baccalauréat. Donc, accélérer à la fois au début, terminer plus vite, c'est l'enjeu pour répondre à l'attente de vos enfants et des parents, évidemment, d'aller plus vite pour réduire le stress. Ce qui est important, c'est de retenir peut-être 4 dates clés donc dans cette phase principale d'admission. À partir du 1er juin, début de la phase principale d'admission, les premières propositions arriveront en fin d'après-midi. Et je le précise pour tous ceux qui nous écoutent, dans un premier temps parce que vous serez très nombreux à consulter la plateforme. Il n'y aura qu'un mode consultation. Vous pourrez voir les résultats, mais pas agir dans le dossier. Et puis, plus tard dans la soirée, les candidats pourront agir dans leur dossier. Mais je voudrais le rappeler, il n'y a pas besoin de se précipiter. On n'attend pas des réponses dès le premier jour. Donc, je crois que voir les résultats, c'est important, mais pouvoir ensuite prendre le temps des décisions. Deuxième étape de classement des vœux en attente, du 30 juin au 3 juillet, comme je l'ai indiqué, pour accélérer le processus final de choix. 4 juillet, résultat du baccalauréat, et le 7 juillet, la fin de la phase principale d'admission. Alors, ce que je vous propose, une fois qu'on a visualisé à la fois les enjeux globaux et puis les dates clés de cette phase principale d'admission, je vous propose qu'on rentre dans le détail avec une visibilité sur finalement quel type de propositions vont pouvoir recevoir vos enfants.
Il faut, de ce point de vue-là, distinguer entre les formations sélectives et les formations non sélectives. Si je prends les formations sélectives, c'est celles qui sont les plus nombreuses en termes de nombre d'établissements sur la plateforme, des BTS, des IUT, des classes préparatoires ou encore des écoles. Eh bien, euh, euh, vous pourrez recevoir à la fois une proposition positive, un oui, une proposition d'admission, et il est demandé ensuite au candidat soit d'accepter, soit de renoncer à cette proposition d'admission. Il peut être dans une situation d'attente, c'est-à-dire il est à la fois classé par la formation, mais il y a d'autres candidats qui sont placés avant lui et qui ont reçu une proposition d'admission. Et c'est les réponses de ces candidats, en acceptant ou en refusant, qui vont faire évoluer les listes d'attente. Troisième type de réponse dans les formations sélectives, c'est des réponses négatives, un non. À ce moment-là, le candidat n'est pas classé par la formation et il a le droit de demander d'avoir finalement des explications sur pourquoi il n'a pas été retenu. J'y reviendrai dans mon propos, mais je crois que c'est important d'avoir cette visibilité-là sur les motifs qui expliquent une non-admission. Et puis ensuite, on a les formations qu'on appelle non sélectives. Ce sont les formations à l'université, pour lesquelles là aussi on retrouve trois types de réponses. La réponse oui, donc, est une réponse favorable. Et là, le candidat, comme dans les formations non sélectives, il accepte ou il refuse. On retrouve de la même manière que dans les formations sélectives la situation où je suis en attente d'une place, ça veut dire que je suis dans le classement, mais j'attends d'avoir que le classement évolue de manière à recevoir une proposition d'admission. Et puis, il y a une réponse très spécifique aux universités qui s'appelle la réponse oui-si. Qu'est-ce que ça signifie oui-si? Si je viens sur l'explication sur la slide suivante, la réponse oui-si, c'est d'abord, il faut le retenir, une réponse positive. Vous avez bien une proposition d'admission, mais la formation a considéré en examinant le dossier du candidat qu'elle a besoin de l'accompagner pour garantir sa réussite. Cet accompagnement, il peut être méthodologique, il peut être disciplinaire, il peut se faire en tutorat individuel ou collectif, et il peut se faire soit sur la durée d'une licence classique, 3 ans, voire même, dans certains cas, se faire sur une licence en 4 ans, dans lequel on fait la première année en 2 années. L'objectif, il ne faut pas s'y tromper, c'est de pouvoir accompagner vers la réussite. Et les modalités spécifiques de cet accompagnement qui est proposé et qui conditionne finalement cette proposition, eh bien, il sera accessible au candidat avec, en cliquant sur un petit bouton info sur le WICI qui sera accessible directement dans son dossier. Voilà la spécificité. Alors, nous avons vu là quels sont les types de réponses que l'on peut recevoir de la part des formations à partir du 1er juin. Je voudrais revenir sur ce qu'on appelle ce droit à l'information. On a évoqué cet enjeu-là, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas retenu dans une formation, on a le droit de connaître les causes et Parcoursup vous garantit cet accès à l'information, c'est-à-dire que vous aurez depuis votre dossier l'accès à une notification et vous pourrez solliciter le responsable de cette formation et lui poser les questions dans un délai d'1 mois et lui sera tenu de vous répondre. Voilà l'enjeu de cette communication sur l'information des raisons qui ont expliqué les raisons d'un refus. Alors, on a évoqué quel type de réponse je peux recevoir à partir du 1er juin. Maintenant, peut-être à la question, comment je suis informé que j'ai une proposition d'admission? Eh bien, nous vous alertons, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de se connecter en permanence sur Parcoursup, puisque Parcoursup vous communique à chaque fois qu'il y a une évolution de votre dossier de manière positive avec une proposition d'admission. Vous êtes alerté le matin, les propositions arrivent tout le temps le matin, c'est-à-dire qu'à l'exception du jeudi 1er juin pour lequel les réponses arriveront à 19 heures, ensuite, entre le 2 juin et le 6 juillet, toutes les propositions arrivent le matin avant le début des cours de manière à pas perturber les cours. Chaque candidat reçoit une alerte par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle, mais également dans sa messagerie intégrée directement dans le dossier Parcoursup. Et je le dis aussi, c'est une des évolutions. Nous faisons évoluer les interfaces de Parcoursup de manière à ce qu'elles soient plus claires pour les candidats cette année. Le site sera ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire il a une capacité à être accessible directement depuis son téléphone mobile. Donc, il n'y a plus d'application dédiée cette année. Mais je veux le dire pour vous tous, moi, je conseille vraiment à vos enfants, lorsque c'est possible, d'interagir avec leur dossier par un ordinateur, parce qu'ils ont à prendre des décisions et je crois que c'est plus serein de prendre des décisions avec confortablement installé devant un ordinateur que plutôt que sur mobile. Et puis,
un point important que j'ai mis en bleu, surligné en bleu en quelque sorte, c'est le fait que les parents qui ont renseigné leurs coordonnées dans le dossier de leur enfant, ils auront la possibilité, d'être informés eux aussi de la réception de ces propositions d'admission. Et je le dis pour tous les parents, ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent encore le faire aujourd'hui et pourront le faire tout au long de la procédure. Je crois que c'est un élément important parce que très concrètement, Parcoursup, c'est une phase de choix, cette phase d'admission. C'est une phase de choix avec des délais, je vais y revenir juste après. Et c'est donc une phase de choix sur lequel, je vais vous dire de manière très triviale, on peut tout à fait mettre un petit post-it sur le frigo, sur la porte d'entrée, là où vous voulez, mais qui permet de se rappeler des échéances à retenir. Alors, on a évoqué comment on est prévenu. Maintenant, je voulais traiter avec vous la question des délais de réponse. Oui. Donc, le principe des délais de réponse que nous avons retenu pour cette année 2023, c'est d'avoir des délais de réponse. Voilà. Pour une proposition d'admission qui est reçue soit le 1er juin, soit le 2 juin, eh bien, le candidat a jusqu'au 4 juin 2023, 23h59 pour y répondre. Lorsque la proposition est reçue le 3 juin, le candidat a jusqu'au 5 juin 2023, 23h59 pour y répondre. Et ensuite, je rentre dans le délai de droit commun, c'est-à-dire que pour toutes les propositions, quand elles sont reçues entre le 4 juin et le 6 juillet, le principe, c'est 2 jours. Ça veut dire que vous recevez la proposition, imaginons, on est le 10 juin. Si vous la recevez le 10 juin au matin, vous devez y répondre avant le 11 juin, 23h59. C'est toujours le même rythme. Alors, si je reviens sur les délais du début, parce qu'ils sont accélérés pour permettre à plus de candidats d'avoir des propositions d'admission, ce que nous avons retenu, c'est d'avoir que pour chaque candidat, il puisse tout le temps y avoir à la fois un temps avec ses parents, parce que c'est un échange familial, évidemment, mais aussi un temps d'échange et de partage avec des enseignants. Donc, ce qui veut dire que quand je reçois une proposition le 1er ou le 2 juin, on est le jeudi ou le vendredi, il y a au moins le vendredi et puis ensuite, on répond jusqu'au dimanche soir. Quand on reçoit le samedi ou le dimanche, on a au moins une journée du week-end et on a le lundi pour y répondre. Et nous avons demandé, et j'ai communiqué à l'organisation de l'APEP, votre association, j'ai communiqué les messages que nous avons fait passer à l'ensemble des proviseurs de France de manière à ce que des temps d'échange puissent se dérouler dans les lycées à la fois le vendredi 2 juin, à la fois le lundi 5 juin, qui sont les moments où beaucoup de candidats reçoivent beaucoup de propositions. Donc, pour les aider, évidemment, à choisir. Oui, donc en fait, Comme ça veut dire que les élèves, enfin, les candidats auront à chaque fois un temps en famille et un absolument. temps avec leur professeur, leur lycée, éventuellement, le Exactement. CIO, voilà. Donc, ça peut être D'accord. un temps présentiel, ça peut être des temps d'échange. Enfin, je veux dire, Oui, chacun a trouvé et son à chaque fois, organisation. c'est bien Voilà, partagé entre famille c'est exactement ça. et professeurs. D'accord. On le fait systématiquement en début de procédure, au moment où il y a beaucoup de propositions d'admission, de manière à ce qu'il y ait ces temps d'échange. Je sais que c'est important pour les élèves. Peut-être un point en disant, on a vu les délais, eh bien, comment ça se matérialise? Eh bien, voilà, ça, c'est une illustration, une copie d'écran d'une interface que vous verrez à partir du 1er juin, et on voit que la date limite de réponse, là où il y a la flèche bleue, elle est systématiquement affichée dans le dossier en face de la proposition d'admission. Je crois que c'est un point important. Oui, Je voudrais insister sur un après point. tu as Dans la procédure Parcoursup, il faut tout le temps répondre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une situation en disant j'ai eu une proposition, ça m'intéresse pas, donc j'y ai pas répondu. Si vous ne répondez pas, si un candidat ne répond pas, moi je vais considérer qu'il n'est plus intéressé par la plateforme, par la procédure, et en tout cas par la proposition d'admission. Donc qu'est-ce qui se passe si on ne répond pas? Eh bien, à la fois la proposition va être redonnée dès le lendemain matin à un autre candidat, et puis moi j'interrogerai ce même candidat pour lui demander est-ce que pour les autres vœux en attente qui peut lui rester, est-ce qu'il est toujours intéressé? Il aura 3 jours pour y répondre. À défaut d'y répondre, je considérais qu'il n'est plus du tout intéressé par la procédure Parcoursup. Je voudrais rassurer aussi sur ces délais-là. Non seulement le délai est indiqué, mais en plus vous recevez des messages et des SMS de rappel. Quand il ne reste plus que 24 heures pour répondre, nous envoyons un SMS au candidat et même les représentants légaux qui ont renseigné leurs coordonnées reçoivent eux aussi une alerte. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de coup caché. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun puisse répondre en ayant réfléchi, parce que c'est bien
un enjeu de choix hein, qui est celui de la phase d'admission, mais ensuite en laissant le temps de ce travail et sans prendre personne par surprise. Mon intérêt à moi, c'est d'éviter que le silence des uns ne se fasse au détriment des autres. Donc c'est pour ça qu'on encadre avec des délais. Alors je vais essayer maintenant, si vous le voulez bien, de prendre quelques exemples très concrets qui permettent de se projeter à la fois sur les délais et puis la manière de répondre aux propositions. Si je prends le cas du lycéen, allez, on va l'appeler Yves. Donc Yves, il reçoit une proposition d'admission et puis il a d'autres vœux qui sont classés en attente, c'est-à-dire qu'il est sur une liste d'attente. Eh bien, Yves a la possibilité évidemment d'accepter ou de renoncer à la proposition qui lui est faite, c'est lui qui choisit. Et puis, s'il accepte la proposition, il aura une question à se poser. Est-ce que c'est sa proposition préférée et auquel cas il a la possibilité de l'accepter définitivement? En acceptant définitivement, ça veut dire qu'il renonce à tous ses autres vœux en attente parce que c'est sa proposition préférée. Et puis, il y a la situation alternative qui est d'accepter la proposition, mais en gardant des vœux en attente. Et je le précise, on peut garder ces vœux en attente tout au long de la phase principale. Donc, je crois que c'est une garantie. Et peut-être ce que je voudrais dire, il y a sans doute un intérêt, à titre de conseil, peut-être que je pourrais donner aux parents, c'est peut-être qu'au début, sauf alors, je veux dire, il y a une situation qui est très claire, c'est quand vous avez votre proposition favorite dès le premier jour, à ce moment-là, vous l'acceptez définitivement et vous accédez aux modalités d'inscription. J'allais vous dire, pour vous, Parcoursup, c'est fini. Vous attendez les résultats du baccalauréat et ensuite, vous allez vous inscrire. Deuxième situation qui est sans doute beaucoup plus commune, vous avez une proposition le premier jour, mais la proposition préférée, vous êtes en liste d'attente. Eh bien, mon conseil, c'est d'accepter la proposition parce que ça vous garantit quand même quelque chose. Et puis, vous attendez que la situation, je veux dire, évolue sur vos vœux en attente et vous aurez le droit de garder et de conserver des vœux en attente. Et à chaque fois que vous accepterez, Parcoursup vous posera la question, est-ce que vous souhaitez conserver des vœux en attente? Vous verrez dans l'interface, l'icône en quelque sorte, la position pré-remplie, c'est je renonce à des vœux en attente, mais on peut la changer pour dire qu'on la maintient. Pourquoi on a mis le position par défaut sur je renonce? Parce que si je l'avais mis par défaut sur je maintiens, en fait, jamais personne renonce à des vœux en attente. Ça serait, on voit bien comment le comportement se ferait. J'ai vu une question passer, je dis on peut garder ces vœux en attente tout au long de la phase principale. Il y aura une obligation de les classer à partir du 30 juin, j'y reviendrai dans mon propos, mais en tout état de cause, vous avez le droit de les garder en attente. Après, je le dis aussi, il y a 2 réflexes à avoir. Le premier, c'est quand on a sa proposition favorite, on peut l'accepter définitivement et c'en est fini de Parcoursup. Et puis quand on a des vœux en attente, on peut tous les garder évidemment, c'est un droit que vous avez. Mais il faut aussi être solidaire, c'est-à-dire que s'il y a des vœux en attente qui ne vous intéressent pas, et ça doit être le cas, et c'est le cas chaque année pour des candidats, ça ne sert à rien de les conserver. On passe pas l'hiver avec des vœux Parcoursup et ça réchauffe pas. Moi, j'en suis à ma 6e année, donc je le sais très bien, je l'ai constaté. Ce qu'il faut, c'est que les vœux en attente, ils soient conservés lorsque c'est utile et lorsque ça correspond à un vrai souhait du candidat. Voilà, c'est une démarche qui est aussi solidaire, hein, c'est-à-dire que le processus, c'est la décision des uns qui font des propositions aux autres. Donc, si personne joue le jeu de la solidarité, c'est sûr qu'on n'y arrive jamais. Deuxième type de situation, là aussi très commune, le lycéen, on va l'appeler Isabelle. Isabelle a reçu plusieurs propositions d'admission et elle a des vœux en attente. Eh bien, lorsqu'elle a plusieurs propositions d'admission en même temps, Isabelle, elle va devoir choisir. Je l'ai dit dès le début, le principe de la phase d'admission, c'est de choisir. C'est pas un choix qu'elle doit découvrir maintenant. Et je vous dirais, moi, je donnerais à titre de conseil à tous les parents qui nous écoutent ce soir, c'est, je sais pas moi, la veille ou l'avant-veille ou quelques heures, comme vous voulez, avant les résultats de Parcoursup, peut-être voyez avec votre enfant pour vous remémorer la liste de vœux. Quels sont les choix que vous préférez? Comment vous allez vous positionner si la question vous est posée? Ce qu'il faut, c'est éviter de se retrouver face à un mur d'angoisse parce que je ne sais pas ce que je veux choisir. Autant le préparer en amont. Donc, lorsqu'on a plusieurs propositions en même temps, il faut faire un choix. Le principe est assez simple sur Parcoursup. C'est comme dans la vie, on ne peut s'asseoir que sur une chaise. Eh bien là, vous ne pouvez occuper qu'une place à la fois. Donc, si vous recevez plusieurs propositions en même temps, il faut faire un choix. Quand vous en avez accepté une, vous renoncez de facto aux autres. Par contre, si vous avez toujours des vœux en attente, vous pouvez là aussi les conserver.
c'est aussi le droit que vous avez. Si par contre, c'est la proposition favorite, plusieurs propositions que vous avez et que parmi elles, il y a la favorite, vous l'acceptez, vous pouvez l'accepter définitivement à ce moment-là en renonçant à tous les vœux en attente. Alors, ça, c'est la situation des candidats qui reçoivent des propositions. Et je voudrais le rappeler pour tous, parce que je crois que c'est aussi un élément qui doit vous rassurer. euh, c'est la situation qui est essentiellement partagée par l'ensemble des candidats. À la fin de la procédure d'admission Parcoursup 2022, 95% des lycéens avaient eu au moins une proposition et en moyenne, on considérait que c'était 5 propositions par candidat. Donc, vous voyez, cette situation-là, elle est très commune. Pour autant, il peut y avoir des candidats qui n'ont pas de proposition d'admission. Et finalement, on peut avoir deux types de situations. Eh bien, il y a les lycéens ou lycéennes qui ne reçoivent que des propositions en attente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de proposition d'admission. Et on le verra juste après. Pour chaque vœu en attente, des indicateurs sont affichés sur Parcoursup pour permettre de se positionner, savoir si est-ce qu'on va recevoir ou non une proposition d'admission. Et puis, il y a des situations de lycéens, chaque année on en a, on espère le réduire chaque année, mais évidemment il en reste, c'est des lycéens qui n'ont fait que des vœux sur des formations sélectives, qui peuvent dire non, et qui n'ont reçu que des réponses négatives dès le premier jour. Eh bien, évidemment, Parcoursup, c'est aussi une logique d'accompagnement et un service public d'accompagnement. Notre objectif n'est de laisser personne au bord de la route. Et dès le 1er juin, pour les candidats qui se trouvent dans cette situation, nous leur enverrons des mails, nous les appellerons aussi. Alors, dans les jours qui suivront le 1er juin, de manière à les inviter à prendre contact dans leur lycée auprès d'un CIO pour reformuler un projet en quelque sorte et pouvoir participer à la phase complémentaire dans laquelle ils pourront reformuler des vœux. J'y reviendrai un peu plus tard. Les informations sur la liste d'attente. Alors, je veux le dire aussi, les listes d'attente, elles évoluent très vite et elles évolueront très vite dès les premiers jours. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de je suis 600e sur la liste d'attente, j'aurai jamais rien. En fait, vraiment, il faut attendre, il faut laisser passer quelques jours et vous verrez, ça évoluera très vite. Monsieur Teilhard, à ce propos, Oui. je pense que quand même un très bon, enfin, une très bonne chose, c'est ce que l'on trouve sur les fiches formation avec, notamment, le classement, du dernier élève qui a été accepté l'année dernière. Ça permet quand même aux jeunes de se positionner par rapport à la liste d'attente. Absolument. Alors, je vais le détailler là. Dans les indicateurs, lorsqu'on a un vœu en attente, on y retrouve à la fois des informations sur la liste d'attente, la position dans la liste d'attente. Vous êtes 50e dans la liste d'attente et cette position, elle va évoluer. Peut-être que 2 jours après, vous êtes 48e et puis après 40e, 37e, jusqu'au moment où vous recevez une proposition d'admission. Vous recevez aussi des informations sur le classement établi par la formation, c'est-à-dire la position dans le classement. Votre position, celle-là, elle est fixe. C'est le classement de la formation. Vous êtes 300e dans le classement de cette formation. Et comme l'a dit Madame Aroutunian, eh bien, il y a un élément de référence qui vous permet peut-être de comparer, d'appréhender si vous allez avoir ou non une proposition, c'est la position dans le classement du dernier candidat qui a été admis en 2022, c'est-à-dire l'année dernière. C'est un élément, alors ce n'est pas un élément d'une vérité scientifique absolue, mais c'est un élément de référence qui peut vous guider. Quand je dis que ce n'est pas d'une vérité scientifique absolue, c'est parce qu'évidemment, le niveau d'attractivité d'une formation peut varier d'une année sur l'autre. Mais néanmoins, d'un point de vue statistique, c'est quand même des informations très justes et précises. Je vais essayer de donner un cas très concret pour que vous rendiez compte. Pauline est 250e dans le classement. Elle est aujourd'hui 50e dans la liste d'attente. Et puis, elle regarde sur la même formation quelle est la situation du dernier candidat qui avait été admis l'année précédente. Et la position du dernier candidat admis l'année précédente, c'était 400e. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pauline, évidemment, parce qu'elle est 50e en liste d'attente, elle n'a toujours pas reçu de proposition d'admission. Mais ça veut dire que dans le cours de la phase principale, elle est très susceptible d'en recevoir une. Puisque l'an dernier, sur cette même formation, le candidat dernier admis était au rang 400. Par contre, évidemment, si Pauline, toujours 250e, voit dans ses indicateurs que le dernier candidat qui a été admis en 2022 était 120e, évidemment, à ce moment-là, ça donne un autre type d'information, c'est-à-dire qu'il est sans doute improbable que Pauline reçoive une proposition d'admission dans cette formation. Et je crois que ces éléments-là sont importants. Comment dire, au début de la procédure, moi, je conseille vraiment de laisser ces vœux en attente, c'est fait aussi pour ça. Par contre, quand on arrivera au moment du classement des vœux en attente vers le 30 juin, sans doute que ces indicateurs ont vraiment tout leur sens. Ça ne sert à rien de garder des propositions des formations pour lesquelles vous ne recevrez pas objectivement
de propositions parce que la position dans le classement fait que beaucoup d'autres candidats ont été classés de manière privilégiée par rapport à vous. Vous le voyez, nous avons mis à disposition, elles sont déjà disponibles aujourd'hui, des vidéos liste d'attente, comment ça marche, une petite vidéo y compris d'infographie sur les listes d'attente pour des vœux à l'internat en classe préparatoire. Ça peut concerner beaucoup de parents également. À partir du 30 juin, si je déroule le processus, il faudra classer ces vœux en attente. Quel est l'objectif? C'est qu'au moment où les formations sont à peu près toutes remplies, quand on est à la fin du mois de juin, eh bien, d'accélérer le processus final en demandant aux candidats finalement d'exprimer leurs préférences et de classer les vœux en fonction de leur centre d'intérêt. L'objectif, c'est bien d'aller plus vite à la fin et de prendre en compte cet ordre de priorité. Rassurez-vous, vous serez informé si vous êtes concerné par un SMS, par un mail qui vous dira comment classer ces vœux en attente. Je le précise parce que c'est important. Si vous aviez déjà auparavant accepté une proposition, elle est bien sûr conservée. Elle est acquise, elle est à vous et personne ne vous l'enlèvera. C'est simplement vous avez gardé des vœux en attente, et bien à ce moment-là, on vous demande de les classer. Alors comment on s'y prend pour classer ces vœux en attente? Eh bien, c'est tout simple, on se connecte à son dossier entre le 30 juin et le 3 juillet. Le candidat sélectionne et classe par ordre de préférence ses vœux et je rassure tout le monde, les formations n'auront jamais accès à ce classement. C'est uniquement votre propriété personnelle. Et si un candidat reçoit ensuite une proposition sur un vœu en attente qu'il avait classé, ben, je vais vous dire comment ça se passe. Première chose, le même principe s'applique, c'est-à-dire vous recevez une proposition, vous avez le droit de l'accepter ou de la refuser. Et puis, si je prends l'exemple, c'est Alexandre. Alexandre a classé 5 vœux en attente, de 1 à 5. Imaginons que le lendemain d'avoir classé ses vœux en attente, il reçoit une proposition sur son vœu numéro 2. Là, c'est 2 dans la liste. À ce moment-là, le vœu numéro 3, 4 et 5 est supprimé puisque ça l'intéressait moins. Et Alexandre doit se prononcer. J'ai eu le vœu numéro 2, est-ce que je l'accepte ou est-ce que j'y renonce? Alors, 2 cas de figure pour rentrer encore plus dans le concret. Auparavant, Alexandre n'avait aucune proposition d'admission et il n'avait rien accepté. Il n'avait que des vœux en attente. Eh bien, à ce moment-là, il aura une proposition. Je dis que la proposition est arrivée sur son vœu numéro 2, ça a éliminé 3, 4, 5. Imaginons, il a accepté la proposition 2. Bien sûr, j'ai gardé en attente son vœu numéro 1. Mais au moins, il a une proposition d'admission. Si finalement, Alexandre réfléchit et se dit « Ah finalement, la proposition 2, ça me plaît aussi et c'est ça que je veux faire », eh bien, à ce moment-là, il accepte définitivement. Voilà un petit exemple de la manière dont ça fonctionne. J'ai vu passer une petite question qui avait trait à l'apprentissage et vous avez raison de la poser. Voilà, une petite page sur l'apprentissage avant peut-être une pause avec quelques questions pour si jamais des personnes ont souhaité en poser. L'apprentissage, ça fonctionne pas exactement de la même manière. Lorsque on candidate en apprentissage, on reçoit généralement une réponse qui est: vous êtes candidature retenue sous réserve de contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien sûr, l'enjeu maintenant, c'est de trouver un employeur d'apprentis, vous ne pouvez rentrer dans un FFA que si vous avez signé un contrat. Et vous ne recevrez de proposition d'admission sur Parcoursup que si vous avez signé un contrat et que ce contrat est enregistré dans Parcoursup. Donc l'enjeu premier pour vous, c'est de faire des recherches d'employeurs sans tarder en consultant soit le site par exemple sur Parcoursup, directement dans le dossier, il y a le site de la bonne alternance qui est porté par le ministère du Travail et qui vous permet de trouver des entreprises qui recrutent régulièrement des apprentis. Nous avons aussi sur la page Parcoursup quelques conseils pour rechercher des formations et des employeurs d'apprentis. Et puis, il faut toujours se rappeler que le centre de formation d'apprentis auprès duquel vous avez candidaté, c'est son travail d'accompagner les jeunes pour trouver un employeur. Donc, voilà ce principe. Et je vais essayer de donner une illustration concrète je peux très bien avoir sur Parcoursup à la fois des vœux sous statut étudiant et des vœux en apprentissage. Je prends une situation très concrète. Laurence a fait des vœux dans l'IUT pour un BUT génie mécanique ou génie thermique. Allez, disons que ça existe, je ne suis pas certain, mais je vais prendre cet exemple. Donc, un vœu statut étudiant dans le même but qui est à Lorient pour génie thermique, et puis dans le même but de Lorient, mais organisé par la voie de l'apprentissage. Eh bien, elle peut très bien, Alexandre peut très bien, à ce moment-là, accepter d'abord la formation sous statut étudiant,
parce que ça lui garantira une place pour la rentrée. Et puis, il a toujours son vœu en apprentissage en cours et il attend et il recherche un employeur. Le jour où il trouve un employeur, eh bien, quand le contrat sera signé, il sera saisi sur la plateforme et ensuite, bah, il aura la possibilité de choisir. S'il préfère la proposition en apprentissage, il l'accepte et à ce moment-là, ça vient remplacer la proposition sous statut étudiant qu'il avait auparavant. Voilà la manière dont fonctionne le dispositif. J'en ai fini pour cette première partie où je vous ai présenté à la fois quel type de réponse on a, comment on est averti d'une proposition d'admission, comment on y répond et dans quel délai, et qu'est-ce qu'on fait lorsque on a des vœux en attente. Peut-être avez-vous, Madame Aroutunian, des questions à poser pour essayer de répondre à des questions récurrentes que vous avez vues passer. Oui, j'ai vu une question passer tout à l'heure. Un parent disait que les résultats pour l'IEP de Paris étaient donnés le 6 juin. Donc pourquoi et comment ça va s'organiser du coup par En fait, rapport c'est plutôt, il n'y aura pas d'incidence pour les candidats, c'est-à-dire que les autres propositions arriveront, que la proposition qui sera exprimée, la visibilité qu'il aura sur le vœu, c'est en attente du retour du classement. Et donc, le candidat peut tout à fait faire ses choix s'il a déjà des premières propositions. Et dès que les propositions de Sciences Po arriveront, eh bien, elles seront affichées avec une réponse, soit une réponse positive, une réponse négative ou une réponse en attente de la même manière. D'accord. Donc ça n'a pas d'incidence en fait sur. Non, ça n'a pas d'incidence, évidemment. Pourquoi? Parce que il faut l'expliquer, hein, pourquoi il y a, alors ça sera très minoritaire les formations qui ne seront pas visibles au 1er juin, je rassure tout le monde et c'est lié au fait que, Sciences Po Paris ne remet pas son classement dans le délai qui était imparti et que pour toutes les formations qui ne remettent pas le classement dans le délai, eh bien, nous prévoyons un délai supplémentaire avant de les afficher, de manière à ce que nous puissions faire tous les contrôles qui sont nécessaires pour garantir la fiabilité du classement qui sera exposé aux candidats. Voilà le sens. J'en profite aussi, vous ne m'avez pas posé la question, mais je le dis, je sais qu'il y a des parents qui ont vu passer des informations concernant une prépa intégrée à l'Institut national polytechnique à Toulouse et qu'il y a eu des petites questions, je crois même que vous m'avez relayé Oui. cette question-là. Eh bien, nous avons travaillé ces jours derniers avec l'INP Toulouse et il a fait un communiqué d'ailleurs aujourd'hui qui a été relayé aussi par les médias spécialisés. Donc, à l'exception de l'école centrale de Toulouse qui n'existera pas compte tenu des décisions qui ont été prises la semaine passée au début de semaine par cet organisme, toutes les écoles centrales à laquelle la préparation intégrée pouvait conduire ont confirmé leur place. Donc, c'est sans impact pour les candidats. Et je crois que c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de garantir que tous ceux qui avaient formulé des vœux pourront trouver des réponses qui les intéressent. Alors, on a une question. Alors, il est dommage que les universités ne tiennent pas compte de l'origine des lycées. C'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent. Enfin, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, enfin, ou alors je sais trop ce que ça veut dire. Moi, je vais vous dire ce que l'on fait. Cette année, nous avons, et vous le savez bien, nous avons fait en sorte que les notes des épreuves terminales des enseignements de spécialité puissent être intégrées dans le dossier de Parcoursup de manière à ce que les formations puissent avoir cet élément-là. Ça permet aussi aux formations du supérieur de relativiser et des comparer. Et je prends précisément la question là où l'observation que je vais passer. Oui, mais quand c'est un lycée sélectif. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'est un lycée sélectif, mais je connais des lycées où on note plus ou moins sévère. Alors, je rassure aussi, hein, c'est pas Parcoursup qui fait que les notes sont sévères ou sont pas sévères. Charlemagne avait déjà ce sujet-là. Donc, c'est de la diversité, de la liberté d'appréciation de chacun des enseignants. Par contre, les notes du baccalauréat, elles sont avec des barèmes. Elles sont avec un contrôle des notes et avec des consignes qui sont passées de sorte que ça garantisse. Et quand on est dans un lycée sévère, si je reprends, ou sélectif, qui note sévère ou sélectif, si je reprends l'expression telle qu'elle était par un parent, eh bien, la note de baccalauréat, elle ne l'est pas. Elle n'est pas prise en considération de la situation de lycée, elle est prise en considération de la situation du candidat lui-même. Et je crois que c'est un élément important qui permet soit de conforter ce que les formations ont pu voir des résultats du contrôle continu, soit à un moment donné de relativiser les résultats du contrôle continu ou de les appréhender d'une autre manière, de manière à ce qu'on ait un élément de référence.
Et je crois que c'est un élément important parce que ça participe aussi de valoriser le baccalauréat, parce que c'est bien une note de baccalauréat, et de faire en sorte que le baccalauréat soit aussi un élément qui compte absolument pour l'accès à l'enseignement supérieur. Alors, on a un parent qui demande, si on peut lui, réexpliquer, le principe des, plusieurs réponses, admises et les autres en attente, hein. Je pense que Oui, je me trompe pas madame, voilà, c'est ce que vous alors demandez. je vais essayer de reprendre, alors je vais revenir à la slide parce que comme ça au moins ça fait un texte de support écrit. Voilà. Donc je vous représente mes deux situations et puis s'il y a un trouble, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je précise ou que je dise mieux ce que je n'avais dit auparavant. Première situation, le lycéen a qu'une seule proposition, il reçoit une proposition et pour les autres vœux qu'il a, il est en attente. Eh bien, il recevra cette proposition, il aura une alerte mail et une alerte SMS et on lui dira: «Il faut choisir avant, le lendemain soir». Il a la possibilité d'accepter ou de renoncer et dans les interfaces de la plateforme, il a la possibilité, il a 2 choix. S'il décide de l'accepter, c'est est-ce qu'il l'accepte définitivement et à ce moment-là, il renonce à ses autres vœux en attente? Ou est-ce qu'il l'accepte en maintenant des vœux en attente? Parce que parmi les vœux en attente, il y a sa proposition préférée. Ça n'est pas Parcoursup qui décide, c'est bien le candidat qui fait ce choix. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est lorsque ce même candidat reçoit plusieurs propositions en même temps, avec la même date limite de réponse. On prend une situation, Christelle, elle reçoit le 1er juin, elle reçoit 3 propositions d'admission et il lui reste 5 vœux qui sont en attente. Eh bien, Christelle, elle doit répondre avant le dimanche 4 juin, 23h59. Et quand elle doit répondre, eh bien, elle doit faire un choix parmi les 3 propositions qu'elle a reçues. Elle ne pourra en retenir qu'une seule. Au moment où elle fait son choix entre les 3 propositions, elle a la possibilité toujours de maintenir les 5 vœux en attente. Elle peut décider de n'en maintenir que 2, 3 ou 4 ou qu'un seul, ça c'est elle qui choisit. Et Parcoursup lui demandera, avant de valider définitivement sa réponse, Parcoursup lui aura demandé est-ce que vous souhaitez maintenir des vœux en attente. Voilà, j'espère avoir été plus clair pour répondre à l'interrogation de madame. Oui, je pense. Une autre question, les projets de formation motivés, donc là, bon, on arrive vraiment, dans la phase où de toute façon les classements des formations vous ont été remontés et puis enfin, je pense que là, c'est la phase en fait où vous injectez, si je peux dire, dans le classement, de Parcoursup qui vous a été remonté par les établissements, les critères de la loi ORE, hein. On est bien sur Alors, cette phase-là est déjà terminée. En fait, là, maintenant, d'accord, on ne fait que des vérifications, des classements pour s'assurer que eh bien, il n'y a pas un classement qui nous est remonté dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre des numéros, qu'il n'y a pas eu d'erreur, et nous interagissons avec l'ensemble des responsables de formation qui sont soumis à des contrôles, qui sont soumis à des demandes de validation pour s'assurer que tout le monde a bien injecté dans la plateforme le classement qu'il a arrêté, que le classement correspond exactement à ce qu'il a souhaité faire et que la manière dont il va organiser la procédure d'admission est bien pilotée. Voilà, c'est cette phase de contrôle que nous faisons en ce d'accord. moment. Une question sur, par rapport aux cordées de la réussite, hein. Donc les cordées de la réussite, en fait, c'est un établissement, hein, qui décide, d'encorder, ses élèves. Absolument. Donc est-ce que le fait d'être, dans un établissement qui encorde ses élèves est positif pour, Oui, Parcoursup? Est-ce que c'est pris en compte dans alors Parcoursup? Et est-ce que c'est précisé formation par formation? il y a plusieurs éléments de réponse. Un, nous avons décidé et la loi a décidé, comme telle que de valoriser les parcours qui sont accordés de la réussite. Deuxième chose, c'est le candidat qui a décidé, puisque ce sont les proviseurs qui nous ont fait remonter que, Laurent, par exemple, Laurent était accordé de la réussite. Et Parcoursup a demandé à Laurent, est-ce que tu souhaites que cette information soit portée à la connaissance des formations du supérieur? Et Laurent avait le choix de décider oui ou non. Et l'ensemble et toutes les formations de Parcoursup, on leur a demandé au moment où elles ont fait leurs opérations à l'automne dernier d'affichage sur la plateforme, on leur a demandé est-ce que vous allez prendre en compte ce critère? Et un tiers des formations ont dit qu'elles allaient le prendre en compte.
Et pour chaque formation qui prend en compte ce critère, vous savez, dans la fiche formation, vous avez une rubrique comprendre les critères d'analyse. Et à ce moment-là, vous avez le petit sigle des cordées de la réussite qui s'affiche. Et globalement, sur ce que j'ai vu l'an dernier, on avait notamment sur les lycéens professionnels, le fait d'avoir été en cordée de la réussite avait été valorisé. Il y avait une différence de 6 points, de 6 à 7 points entre ceux qui avaient déclaré être en cordée et ceux qui ne l'étaient pas. D'accord. On a eu une autre question sur, est-ce que les formations, enfin, que l'on accepte ou que l'on met en attente, est-ce que chaque formation, sait exactement ce qui se passe avec les autres formations, Non, qui ont répondu? Enfin, c'est exactement le même système que pour les non, candidatures? c'est-à-dire que tout comme les formations n'ont pas connaissance des vœux que vous avez formulés en mars, elles n'ont pas Mmh. connaissance des admissions. Ce qu'elles savent, c'est que un candidat qui a accepté une proposition chez elle a toujours des vœux en attente ailleurs, mais elles ne savent pas où. Et elles ont interdiction, je le précise parce que c'est un point important, et si un parent devait être confronté à une formation qui ne respecte pas cette règle du jeu, il faut nous prévenir. La règle du jeu sur Parcoursup auquel doivent adhérer obligatoirement toutes les formations qui sont sur Parcoursup, c'est de s'interdire de faire une pression quelconque. Quand vous avez accepté une proposition que vous avez maintenue en attente, vous ne pouvez pas faire pression en disant: «Je t'accepterai vraiment que si tu, renonces à tes vœux en attente». Ça n'est pas possible, ça n'est pas autorisé. D'accord. Une question, madame, je l'avais pas oublié, sur, est-ce que les projets de formation motivés sont-ils réellement examinés? Alors je ne sais pas si c'est la question d'un candidat qui a pas envie de les écrire, qui pose cette question-là. Dans les formations, alors je rappelle que toutes les formations ont affiché des critères en indiquant quels étaient les éléments, motivation ou pas motivation, qu'elles prenaient en compte. Donc sans doute le font-elles à la lumière de cet élément-là. Il y a des formations, j'en connais moi, qui, vraiment lisent tous les projets de formation motivés parce que la motivation est un élément essentiel. C'est le cas, par exemple, des formations en IFSI qui indiquent que, la motivation est un élément essentiel, et je le sais aussi parce qu'il y a des formations qui nous ont demandé en disant: «Tiens, il y a des candidats qui ont mis des idioties dans les projets de formation motivés», et elles l'ont vu, et ces candidats ne seront sans doute pas classés. J'allais dire, on joue avec le feu, ça brûle, et ben, il y a un moment donné, on récolte ce qu'on a semé. Il y a des formations aussi dans d'autres cas, parce que je sais que j'aurai sans doute quelqu'un qui m'expliquera que, évidemment, ça n'a pas été lu parce qu'il a mis une recette de cuisine ou je sais pas quoi. Vous voyez, sur une formation de licence, quand on a 18 ou je sais pas 17 de moyenne, 18-17 de moyenne, qu'on est pris dans une formation qui de toute façon vous va accepter parce que vous faites partie des très bons candidats, peut-être que cette formation va estimer que de toute façon, quel que soit le projet de formation motivé, les résultats finalement témoignent de votre niveau et de votre capacité à réussir. Et je rappelle que dans les formations non sélectives, on ne peut pas dire non. Mais il y a parmi ces formations non sélectives, lorsqu'elles sont amenées à départager des ex-aequo, ça fait particulièrement partie des éléments qu'elles vont prendre en compte. Quel est l'intérêt, quelle est la compréhension du candidat pour cette formation? Et puis il y a une dernière réflexion que je veux avoir aussi avec les parents, c'est qu'à un moment donné, le projet de formation, il n'est pas que fait pour la formation d'accueil, il est aussi fait pour que le candidat, au moment où il fait des vœux, il s'assure lui-même qu'il a compris ce qu'il est en train de faire. Parce qu'autrement, vous savez, moi, je peux cliquer 50 fois si tout le monde clique de partout sans vraiment exprimer un intérêt. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je rappelle enfin que dans le grand oral, en fin d'année, que vont passer les lycéens, il y a un volet du grand oral qui est sur l'orientation et le choix d'orientation. Donc, quand on fait son projet de formation motivé, de fait, on travaille aussi sur ce qu'on aura à dire au moment, du grand oral. D'accord. Il y avait une question sur, par rapport aux universités. Est-ce qu'il y a un choix académique? Alors, dans les Quel est le universités, taux, parce qu'on parle des taux là, je pense qu'ils ont été mis oui, maintenant face à exactement. dans chaque fiche formation, donc il y a des taux qui peuvent être différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait par En qui fait, sont décidés ces taux et comment ça donc se passe? donc il y a des taux de priorité qui définissent une priorité, académique, ou dans certains cas, par exemple en Île-de-France, c'est sur la région académique que se fait ce taux. Ces taux, sauf erreur de ma part, sont affichés dans les fiches formation depuis le 24, c'est-à-dire depuis hier. Vous les retrouvez tous, et ces taux sont définis par les recteurs,
et ils sont définis en concertation avec les présidents d'université. D'accord. Une maman qui nous demande, en phase principale, un élève dit oui à une proposition, qui n'est pas son vœu favori et il classe ses vœux le 30 juin. Puis ils seront archivés. Peut-il les garder jusqu'à la fin de la procédure, fin août, ou bien ne pourra-t-il pas les conserver au-delà du 7 juillet? Merci de votre Alors réponse. je vais préciser une chose. Au 7 juillet, alors c'est dans les slides qui suivent, hein, donc on y reviendra. Le 7 juillet, c'est la fin de la phase principale. Après la fin de la phase principale, il n'y a plus de vœux en attente. Il y a des vœux que j'ai pu archiver, dans le cas où, dans une formation, il y aurait exceptionnellement une place qui se libère parce qu'il y a un candidat qui ne vient pas s'inscrire, mais ça n'est plus de l'attente. C'est-à-dire que la procédure, elle est terminée, elle se termine le 7 juillet. Et quand on a accepté une proposition et que le 8 juillet, j'archive les vœux, j'y viendrai après pour l'expliquer, bah, néanmoins, on n'a toujours eu qu'une seule proposition d'admission et vous verrez, Parcoursup vous affichera les modalités d'inscription pour aller s'inscrire, parce qu'il faut aller s'inscrire. C'est ça l'objectif. S'inscrire en juillet. Si jamais, dans une situation où il y a une place qui se libère dans une formation, eh bien, nous la proposerons au candidat qui est le premier en liste d'attente au moment où s'est terminée la procédure. Ça, c'est un principe d'équité entre tous les candidats, mais il n'y a aucune garantie de recevoir une proposition. Ça dépend, toutes les formations sont pleines. Ça dépend uniquement, y a-t-il un candidat qui était admis qui ne vient pas s'inscrire? Y a-t-il un candidat qui démissionne pour une raison qui lui est propre? Mais en tout état de cause, je veux le dire, on peut maintenir ses vœux en attente tout au long de la phase principale, mais la phase principale, elle se termine le 7 juillet. Après, il n'y a plus de mécanisme d'attente. Et de la même manière, après le 7 juillet, il n'y a plus d'indicateur pour savoir est-ce que j'ai bougé dans ma liste d'attente. Ça n'existe plus, la procédure est terminée. On a simplement une procédure d'archivage qui fait qu'on conserve l'état, en fait, et finalement la photographie du 7 juillet au soir, dans le cas où il y a une place qui se libère durant l'été, qui sera attribuée dans l'ordre de la liste d'attente telle qu'elle avait été figée au moment de cette fin de phase principale. Si, je vous propose peut-être qu'on poursuive parce que Oui, ça permettra sans doute de répondre à des questions. à d'autres questions, tout à fait. On a évoqué la situation donc des candidats qui sont en attente ou qui ont des propositions d'admission et quel type de choix faire. Je voudrais aussi revenir sur la situation finalement des candidats qui n'ont pas forcément eu de proposition. Et finalement, il y a plusieurs dispositifs qui sont prévus pour eux. Première chose, c'est les candidats qui n'ont eu que des réponses négatives dès le 1er juin parce qu'ils n'avaient fait que des vœux sur des formations sélectives. Souvent, c'est des candidats qui ont fait très peu de vœux, un ou deux, et sur des formations non sélectives. Eh bien, sélectives, pardon. Ils peuvent demander un accompagnement individuel auprès de leur lycée ou dans un CIO pour définir un nouveau projet et pour participer à la phase complémentaire. Je l'ai dit tout à l'heure, ils recevront un message de Parcoursup et ils recevront aussi un appel parce que l'objectif, moi j'ai souvent rencontré des situations où il y a des gamins qui sont un peu figés parce qu'ils n'ont pas eu de réponse positive et en fait ils croient que tout est perdu. Ben non, tout n'est pas perdu et on appelle pour les remotiver. La phase complémentaire, c'est quoi? Elle va se dérouler du 15 au 14 septembre et elle est faite pour faire des vœux sur des formations qui ont encore des places disponibles, de nouveaux vœux. Et puis à partir du 1er juillet 2023, les candidats qui n'ont eu de proposition ni en phase principale ni en phase complémentaire pourront solliciter eux-mêmes la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour les aider à trouver une proposition d'admission. Je vais y revenir. Première focus, la phase complémentaire. Qu'est-ce que la phase complémentaire? Elle se déroule du 15 juin au 14 septembre et c'est une opportunité finalement de trouver des formations qui ont encore des places disponibles. L'an dernier, c'est 74 000 candidats qui ont reçu au moins une proposition d'admission dans cette phase complémentaire sur une formation qu'ils avaient choisie. En priorité, elle est faite, cette phase complémentaire, pour les candidats qui n'ont rien reçu, mais elle peut aussi être ouverte, elle est aussi ouverte à des candidats qui ont eu quelque chose en phase principale et puis qui finalement recherchent encore autre chose. Un, parce qu'ils ont pu avoir un changement dans leur choix ou un changement familial, enfin tout un tas de séries. Puis deux, parce que finalement, leur projet lui-même a évolué. Comment on accède à la phase complémentaire? Depuis son dossier Parcoursup, il y a une actualisation quotidienne des formations qui sont disponibles et puis on peut faire jusqu'à 10 vœux. Il y a une règle à respecter, je l'indique. Je vais prendre ce cas de figure très concret. Vous avez fait un vœu dans un BTS Management Commercial Opérationnel, le MCO, dans un lycée à Créteil. Si vous avez été refusé dans ce lycée à Créteil,
au 1er juin, vous ne pouvez pas recandidater dans ce même lycée, même s'il a des places vacantes. Pourquoi? Parce que la formation d'accueil et les enseignants ont déjà examiné votre dossier et ils vous y ont dit non une fois et on ne va pas leur resoumettre le même dossier. Donc c'est ça le principe. Quels sont les types de réponses que l'on peut voir dans la phase complémentaire? Eh bien, des réponses, les formations sélectives disent oui ou non, et les formations non sélectives disent oui ou oui si, vous le voyez. Il n'y a pas d'attente dans la phase complémentaire. Dans quel délai les formations répondent-elles? Pour les formations non sélectives, elles répondent du jour au lendemain. Et pour les formations sélectives ou celles qui ont des WICI, elles répondent dans un délai maximum de 8 jours. Il y aura simplement une pause estivale entre le 14 juillet et le 23 août parce que les enseignants des formations sélectives prennent aussi des congés d'été. Dans quel délai le candidat doit répondre? Eh bien, pour la majeure partie du temps jusqu'au 23 août, eh bien, le candidat répond dans un délai de 2 jours, comme sur la phase principale. Il y a une proposition, mettons le 3 juillet, eh bien, il doit répondre avant le 4 juillet, 23h59 heure de Paris. Et puis, à la toute fin de la procédure, on réduit ce délai. Il doit répondre dans la journée. Pourquoi? Parce que l'objectif à ce moment-là, c'est bien qu'il y ait le maximum de réponses qui soient apportées et de propositions faites aux candidats qui en recherchent vraiment pour la rentrée, et c'est pour ça qu'on accélère. Un petit focus, parce qu'il me semble important, sur l'accompagnement de ceux qui n'ont pas de proposition. Il peut se faire à partir du 1er juillet, et parce que dans chaque académie, il y a une commission d'accès à l'enseignement supérieur pour accompagner les candidats. Elle est destinée à aider finalement des candidats qui n'ont reçu aucune proposition d'admission. Et la commission étudiera leur dossier pour essayer de trouver une formation adaptée. Comment on la saisit? On saisit cette KS depuis son dossier Parcoursup. Il y a un petit bouton, je sollicite la KS, et évidemment, eh bien, au 1er juillet, nous, on identifiera sur Parcoursup tous les candidats qui sont concernés, et non seulement ils recevront un mail, mais là aussi, nous les appellerons individuellement de manière à être accompagnés. D'où l'importance, que je n'ai pas rappelé peut-être tout à l'heure, mais je profite de l'occasion pour le faire, de bien vérifier que le numéro de portable qui est renseigné pour votre enfant est bien le bon, parce qu'on sera amené à le contacter, y compris téléphoniquement pendant la procédure, s'il est concerné par cette situation. Un petit focus aussi sur l'accompagnement des candidats en situation de handicap. Je sais que ça intéresse beaucoup de parents, évidemment, et à raison. Il y a finalement 2 types de situations dans lesquelles nous organisons un accompagnement sur Parcoursup. Première situation, c'est celle dans laquelle un candidat en situation de handicap n'a pas eu de réponse ou a eu des réponses, mais dans un établissement qui ne peut pas s'adapter à ses besoins spécifiques. Eh bien, il y a une procédure exceptionnelle qui s'appelle le droit au réexamen, que là aussi on peut mobiliser depuis le dossier Parcoursup et qui permettra à ce candidat et à ses parents de solliciter le recteur pour que le recteur réexamine le dossier et puisse, le cas échéant, eh bien, inscrire le candidat dans la formation qui est nécessaire et qui est adaptée à la prise en compte de ses besoins. Deuxième situation, c'est la situation d'un candidat en situation de handicap qui a eu aucun problème, il a eu une proposition d'admission et il accepte définitivement la proposition dans l'établissement dans lequel il souhaite aller. Ce que nous permettons à travers Parcoursup et à travers cette fiche de liaison, je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui étaient là au moment où on a fait au mois de janvier un temps, j'ai évoqué cette fiche de liaison dans laquelle le candidat en situation de handicap peut indiquer quel type d'accompagnement il a eu au lycée. Le PAP, alors je ne connais pas tous les sigles, mais il y en a plusieurs exprimant des dispositifs d'accompagnement. Cette information, je ne l'ai évidemment pas communiquée aux formations d'accueil, mais lorsque le candidat a accepté définitivement, eh bien, Parcoursup lui proposera de l'envoyer directement au référent handicap de l'établissement. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que le référent handicap de l'établissement qui va accueillir ce jeune candidat ou candidate en situation de handicap puisse, le plus tôt possible, avoir connaissance des besoins d'accompagnement et qui puisse ensuite prendre contact avec ce candidat pour mieux préparer la rentrée. Il y a donc 2 choses pour ces jeunes-là en situation de handicap. Une possibilité de demander un réexamen au recteur, exceptionnel, et puis une possibilité d'être accompagné pour préparer au mieux la rentrée. Je terminerai sur cette fiche en disant qu'il y a une petite vidéo, une petite infographie qui viennent résumer finalement l'ensemble des dispositifs qui sont prévus et qui diront peut-être mieux que moi ou de manière synthétique ce que je viens de vous expliciter.
J'en arrive au bout de cette petite. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai évoqué? Autrement, on parlera de la fin de la phase principale et ça répondra aussi aux questions qu'a posées Madame tout à l'heure. Alors, il y a eu 2 questions. Bon, alors c'était pas spécialement là-dessus. Une personne, enfin un parent qui nous demande de réexpliquer ce que veut dire le WiSi et quelles sont les différentes modalités de WiSi. Ouais. Et une autre question pour savoir qui, puisque vous avez indiqué tout à l'heure que les lycéens, enfin les candidats sans réponse seraient appelés, sans réponse positive seraient appelés. Donc la question est de savoir qui, en fait, appelle ces candidats. Ce sont les équipes Parcoursup qui appellent les candidats. D'accord. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le WiSi. Donc le WiSi, je redis, c'est une réponse positive et c'est une réponse qui est faite par les universités pour un dossier, pour un candidat pour lequel la formation a estimé qu'elle peut l'accueillir, mais qu'il ne pourra réussir que moyennant le suivi d'un accompagnement. Il y a dans le dossier Parcoursup, à côté de la réponse WiSi, un petit bouton information sur le WiSi que chaque candidat pourra activer, dans lequel il verra quelles sont les modalités d'accompagnement. Est-ce que c'est un accompagnement disciplinaire ou un accompagnement méthodologique? Est-ce que c'est un tutorat individuel ou collectif? Est-ce que c'est même, parce qu'il y a 2 types de WiSi, il y a ceux qui se font durant le temps de la licence sur 3 ans, et puis il y a ceux pour lesquels la formation dit je vous accepte, mais moyennant une licence qui durera 4 ans, parce que vous avez besoin de faire la première année sur 2 ans de manière à renforcer vos acquis. Voilà, c'est l'an dernier, pour donner une illustration concrète, c'était 27 000 étudiants qui étaient dans les universités avec un accompagnement de type WiSi. Est-ce qu'on peut aller vers la fin de la phase principale? Oui, oui, tout à fait. Très bien, alors je poursuis. Fin de la phase principale, le 7 juillet, 23h59. Je vous rappelais, je vous ai dit, les dernières propositions sont formulées le 6 juillet et les candidats doivent donc répondre avant le 7 juillet, 23h59. Qu'est-ce que ça signifie, la fin de la phase principale? La fin de la phase principale, ça veut dire que les formations sont complètes, les listes n'évoluent plus et que, j'allais dire, nous allons simplement archiver les vœux qui étaient en attente au 7 juillet. Le 8 juillet, tous les vœux qui étaient en attente au 7 juillet et qui avaient été conservés et classés par les candidats, ils sont automatiquement archivés. Nous les gardons en archive pour le cas où une place viendrait de manière exceptionnelle se libérer pendant l'été suite à un désistement d'un candidat admis qui n'est pas allé s'inscrire. Et à ce moment-là, elle est proposée au premier candidat sur la liste d'attente, mais je veux le redire par rapport à la question de Madame tout à l'heure, et qui avait raison de poser cette question. La procédure est terminée et ça n'est qu'à titre exceptionnel. Et à partir du 8 juillet, nous afficherons à tous les candidats qui avaient accepté une proposition et qui gardaient des vœux qui sont maintenant archivés, nous leur afficherons les modalités d'inscription pour qu'ils puissent aller s'inscrire. Ça me permet de passer à la phase des inscriptions. Inscription administrative qui se fait lorsqu'on a accepté définitivement une proposition et après avoir eu ses résultats au baccalauréat. Donc 2 types de candidats. Celui qui avait accepté définitivement une proposition et en renonçant à ses vœux en attente, ou alors celui qui, au 7 juillet, il a eu sa proposition et ses vœux sont archivés, mais il a une seule proposition et donc nous l'invitons à aller s'inscrire dans l'université ou l'établissement ou l'école dans laquelle il a eu sa proposition. L'inscription ne se fait jamais sur Parcoursup, c'est auprès de l'établissement. Souvent, c'est numérique, mais dans les lycées, ça peut aussi être parfois en présentiel. Et vous découvrirez un message sur les modalités d'inscription qui vous sera indiqué. Il faut bien respecter la date limite parce que ça permet non seulement de sécuriser les effectifs, mais aussi, si des places ne sont pas pourvues par des candidats qui ne viennent pas s'inscrire, de redonner ces places et de le remettre auprès des candidats en utilisant les vœux qui sont archivés. C'est ce que j'ai évoqué. Enfin, je le précise aussi, parce que ça peut être le cas, on peut avoir certains de vos enfants qui ont fait à la fois des vœux sur Parcoursup et puis des vœux dans des écoles hors Parcoursup. S'ils vont finalement, ils choisissent les vœux hors Parcoursup, au moment de l'inscription dans cet établissement-là, on leur demandera de produire l'attestation de désinscription de Parcoursup. Le principe, c'est d'être solidaire, c'est-à-dire que si on a choisi autre chose que Parcoursup, on laisse sa place et les propositions qu'on avait sur Parcoursup pour les autres.
Quelques conseils pour, en quelque sorte, synthétiser avant de reprendre quelques questions avec vous. Mes conseils pour bien se préparer, alors avant le 1er juin, ça paraît tout bête, mais vérifiez bien que votre enfant a ses identifiants Parcoursup, son mot de passe, et puis s'il l'a pas, il pourra le redemander, comme ça, pour être prêt pour le 1er juin. 2, refaites un tour de vœux avec votre enfant, sans doute pour lui-même se prépare à choisir en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il préfère? Qu'est-ce qu'il aurait envie de choisir? Plus on est préparé face au choix, mieux ça se passe de choisir. Plus c'est facile de choisir, entre guillemets, ou moins c'est difficile de choisir comme on voudra. Abordez cette phase avec sérénité. Vous avez plusieurs vidéos tutos, au-delà du fait que l'enregistrement et puis le PowerPoint vous sera passé. Ce PowerPoint, il est en ligne, hein, donc il n'y a pas de mystère. Nous avons préparé beaucoup de vidéos, de tutos, d'une page conseil que vous pouvez retrouver sur le site parcoursup.fr et que sans doute des collègues de la PEP pourront vous adresser de manière à ce que vous ayez un dossier complet. Je rappelle aussi qu'on n'a pas besoin de se connecter tous les jours à son dossier. À chaque fois qu'on reçoit une proposition d'admission, on est alerté par SMS ou par mail. Donc, pas besoin d'avoir une addiction sur Parcoursup. Et puis, je rappelle aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les propositions, à l'exception du 1er juin, elles n'arrivent que le matin. Donc, ça sert à rien de faire une mise à jour le soir pour voir si quelque chose est arrivé. En fait, il ne peut arriver que quelque chose le lendemain matin. Enfin, dernier élément, soyez attentifs aux délais de réponse. Les candidats doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d'admission avant la date limite indiquée dans leur dossier, parce que l'absence de réponse, moi je ne peux pas avoir d'absence de réponse. L'absence de réponse signifie qu'on n'est pas intéressé, donc la proposition sera dès le lendemain matin réattribuée à un autre candidat. L'objectif est toujours que l'indifférence ou le silence des uns, comme on voudra, ne se traduise pas par un préjudice pour ceux qui attendent. C'est ça les objectifs. Parmi les petites informations, quelques-unes que j'ai déjà affichées là, vous voyez des infographies, vous voyez des vidéos qui sont toutes déjà en ligne, et notamment pour répondre à la question de madame, il y a une vidéo sur le Wi-Fi. Qu'est-ce que le Wi-Fi? Ben voilà, vous aurez la réponse de manière détaillée qui correspond à ce que je vous ai dit, mais c'est des fois pas mal quand il y a une petite vidéo animée. Et puis, un point important que je voudrais rappeler aussi, sur Parcoursup, on n'est pas seul. Je le dis moi sciemment, il ne faut pas rester tout seul avec sa question. Vous pouvez solliciter, au-delà de l'accompagnement dans les lycées, évidemment, qui est important et qui est sans doute essentiel parce que les enseignants ont la confiance de vos élèves, de vos enfants, pardon, et ils peuvent les conseiller et discuter. Mais nous organisons, nous, des sessions de live, de chat, beaucoup à partir de la semaine prochaine, notamment. Il y a un numéro vert 0800 400 070 qui est joignable depuis l'AEFE, les lycées français de l'AEFE, donc depuis l'étranger, je le dis, si jamais certains d'entre vous sont dans cette situation. Il y a des numéros spécifiques pour les Outre-mer. Et dans ce numéro-là, aura des ouvertures exceptionnelles. Il est ouvert d'une manière générale toute la semaine de 10h à 16h. Et il sera ouvert de manière exceptionnelle le 2 juin jusqu'à 20h, le 3 et le 4 juin, le samedi et le dimanche de 10h à 16h, et jusqu'à 20h le lundi 5 juin. La messagerie de contact, vous la connaissez bien parce que vous l'avez sans doute utilisée pendant la phase de candidature. Là aussi, vous dialoguez directement avec les professionnels de Parcoursup. Et puis, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux pour suivre l'actualité de Parcoursup et recevoir les conseils que nous posterons ou les actualités que nous donnerons via les réseaux sociaux. J'en ai terminé du PowerPoint et bien sûr, je peux répondre à des questions que vous avez récoltées. Merci beaucoup, Monsieur Teilhard, pour cette présentation. Oui, on a une question pour un peu mieux expliciter ce qu'est le répondeur automatique et cette nouveauté 2023. Le répondeur automatique, cette année, il ne sera ouvert que pendant l'été, entre le 10 juillet et le 19 août. Globalement, vous savez, on a dit, le candidat, il y a des vœux qui sont archivés. Eh bien, imaginons que il part 1 mois et demi en Amérique latine et il n'emmène pas son portable, ou en tout cas, il n'aura pas de connexion internationale, et il veut être tranquille de savoir que si jamais il y a une proposition qui devait arriver, elle soit acceptée. Eh bien, il peut activer le répondeur automatique.
on intégrera les vœux qu'il avait classés dans l'ordre dans lequel il a fait son classement et à la place que ce soit le candidat qui réponde, c'est le répondeur automatique qui répondra. On le supprimera à partir du 20 août parce que j'ai eu quelques cas dans lesquels des candidats avaient oublié qu'ils avaient activé un répondeur automatique et en fait, ils étaient partis sur un autre projet, puis tout d'un coup, ils ont eu une proposition qui a été acceptée automatiquement alors que même qu'ils y pensaient plus. Voilà, donc c'est pour éviter ce situation. Ça ne sert que si on est certain de soi. Enfin, franchement, et je rappelle que quand on reçoit une proposition d'admission, en tout état de cause, on est prévenu. Mais c'est aussi une facilité pour ceux qui ne seraient pas en situation de pouvoir répondre parce que pour des questions d'éloignement géographique. Et puis, je vais vous le dire entre nous, ça peut servir à celui qui en a marre de Parcoursup. Voilà, il veut se faire des vacances. Ça, c'est un droit tout à fait légitime. Et il peut utiliser ce répondeur. Une autre question, alors il y avait une question sur, un même type, de réponse, avec établissement enfin, sur un établissement avec ou sans internat et la Alors, personne enfin, il c'est y a une important. vidéo, hein? J'ai mentionné tout à l'heure, il y a une vidéo sur l'internat et liste d'attente. C'est intéressant. Et il y a une petite spécificité, c'est que parce que c'est le cas des CPGE, hein, les internats, c'est avec la CPGE. Dans la situation des internats, lorsque vous recevez pour cette CPGE-là une proposition d'admission sur la formation sans internat, vous pouvez l'accepter définitivement. Ça gardera votre vœu avec internat, dans l'attente que la situation évolue. Une autre, une autre question, enfin voilà, demande, est-ce qu'on peut faire, hein, et je crois que vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais c'est peut-être, encore, pas très net pour le parent. Peut-on faire une demande en phase complémentaire, si on a accepté un vœu dans la phase principale? Absolument, absolument, et on ne bloquera rien pour une raison toute simple, c'est que si vous recevez sur le vœu une proposition d'admission et que vous l'acceptez, eh bien à ce moment-là, ça remplacera la proposition que vous aviez eue en phase principale et toujours sur le même principe que on ne peut être assis que sur une chaise. Une question, mon enfant n'est intéressé que par médecine, les passes d'Île-de-France correspondent à un seul choix sur Parcoursup, peut-on ne remplir qu'un seul choix? C'est quand même assez risqué, je pense. Alors, en fait, il va avoir des réponses. Les réponses, il a choisi non seulement c'était un vœu pass Île-de-France, mais il a choisi des sous-vœux par type d'établissement. Sorbonne, Université de Paris, etc. Et ou Orsay. À ce moment-là, les réponses qui arrivent sont par sous-vœu, c'est-à-dire par établissement. Il n'y a pas qu'une seule réponse, vous voyez, Île-de-France. Je ne sais pas Tout à si ça fait. répond à la question posée, mais Alors tout à l'heure, c'est vrai que dans mon propos introductif, je vous ai, demandé si la tendance que l'on avait, que l'on observait depuis quelques années, enfin et notamment il y a des fiches, il y a des flashs, du SIES, qui l'indiquent. Il y a une tendance, non pas à la désaffection, mais à une diminution du nombre de vœux dans les classes préparatoires et encore, je pense il faut séparer, classe préparatoire, scientifique, ECG, et cetera. Est-ce que c'est une, heu, est-ce que c'est une tendance alors voilà, qui a continué cette cette année ou pas? année, Cette année, il y a eu plus de vœux dans les classes préparatoires, mais ce qui est difficile à analyser, c'est qu'il y a en même temps eu plus de lycéens. Donc le fait qu'il y ait eu plus de lycéens et notamment plus de lycéens généraux, fait que les vœux se sont répartis un petit peu différemment. Et moi, je voudrais dire, enfin, quand bien même il pourrait y avoir plus de vœux, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura plus d'acceptation, puisque ce sont des candidats qui eux-mêmes ont fait d'autres. Et je rajoute à mon élément qui relativise, c'est qu'il y a eu aussi plus de vœux cette année par candidat en moyenne que l'année précédente. Vous voyez, c'est très difficile à interpréter. Il y a sans doute plus de vœux, mais de manière générale, il y a eu plus de vœux sur beaucoup de formations. D'accord. Voilà, je crois que il faudra voir à la fin de la procédure quelle est la réalité des acceptations. Très bien. Une dernière question parce que, tout à l'heure on a parlé de la date du 6 juin pour la réponse, de l'IEP de Paris. Vous avez parlé d'autres établissements, enfin d'autres formations, mais qui sont quand même assez, restreintes. Une maman pose la question par rapport à une école d'orthophonie.
À partir du moment où les entretiens ont eu lieu, courant mai, les écoles, d'orthophonie, donnent-elles leurs réponses le 1er juin ou sont-elles dans le cas où effectivement il y aura des Non, réponses moi, ultérieures? j'ai pas connaissance de cas d'école d'orthophonie qui n'ait pas remonté son classement. Très bien. Bien écoutez, monsieur Teilhard, merci encore une fois Je et vous en merci prie. infiniment pour votre disponibilité toujours avérée. Enfin voilà, donc on travaille vraiment de façon très resserrée avec, toute votre équipe et tout ça au bénéfice, des jeunes, et des familles. Donc merci encore, merci infiniment parce qu'on sait que la période est très dure pour vous à l'heure actuelle et pour toute votre équipe. Je vous en prie, À mais quelques jours de la phase c'est bien d'admission. normal. En tout cas, moi, je voudrais remercier tous les parents qui étaient là ce soir et qui écoutent. On essaye de faire aussi beaucoup de vidéos. Enfin, n'hésitez pas à les regarder parce que ça dit ce que je vous ai dit ce soir, avec à peu près les mêmes mots. Et puis, en tout cas, ça vous permet de vous remémorer. Et puis, je vais conclure là-dessus. Il faut aussi relativiser. C'est-à-dire que il y a beaucoup de candidats, peut-être ils réussiront Parcoursup, ils auront ce qu'ils veulent, puis ils se réorienteront. Ils choisiront d'autres voies. Donc, c'est pas le choix de sa vie. Je crois qu'il faut, je vous ai parlé que c'était une phase de choix, mais c'est pas le choix d'une vie. Donc, il faut aussi relativiser ça. Vous voyez, moi, j'ai fait une licence d'histoire, j'ai commencé au ministère de l'Intérieur et je suis aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur. Évidemment, je ne savais pas que je ferais ce parcours-là, il est celui-ci. Donc, je crois aussi que les adultes peuvent aussi aider les enfants à relativiser peut-être les choix et leur première année, et ensuite ils feront un parcours et sans doute auront-ils des parcours sinueux, mais en même temps, ça sera leur parcours et c'est chacun sa réussite, il n'y a pas de réussite modèle. Voilà, je veux aussi le dire parce que, indépendamment du stress, et cetera, et que je comprends, il faut aussi, voilà, se donner un peu de recul et regarder. En tout cas, je souhaite à chacun d'entre vous que ça se passe bien. On travaille, croyez bien, tout avec moi et toute mon équipe pour cela. Et merci à la PEP d'organiser ces temps d'échange qui permet d'avoir un dialogue direct avec vous tous. Merci beaucoup et merci à tous les parents qui nous ont, suivis ce soir et sûrement aussi, des jeunes parmi eux et puis, ben, je vous dis, à l'année prochaine en fait, enfin, Très pour bien. la prochaine année 2023, 2024. Merci infiniment en tout cas monsieur Merci à Teilhard. tous. Merci beaucoup et merci à tous. Au revoir. Au revoir.